va pas aller très loin, quoi. Ça n'intéresse personne de rentrer en guerre, généralisée, hein. Par les Américains peut-être. Peut-être qu'ils s'emmerdent, Il va nous désangoisser, bah, j'espère. Il ne cesse de le dire et souvent sur ce plateau. Bertrand Badi, politiste et Bertrand professeur Badi! émérite à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en daté pour une approche subjective des relations internationales, considère que le fait de brandir le spectre d'une troisième guerre mondiale dans notre monde en plein tumulte revient à se tromper, car la configuration est aujourd'hui bien différente de ce qu'elle a été durant ce XXe siècle, durant lequel la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont fait tant et tant de ravages. Mais tout de même, au moment où nous enregistrons cette émission, les tensions et les menaces entre deux puissances nucléaires, Israël et l'Iran, sont hors de contrôle et les États-Unis menacent la Chine Que de bizarre là. qui devra, et je cite, rendre des comptes si la Russie gagne du terrain en Ukraine. La Chine qui elle-même est mécontente après un sommet États-Unis-Japon-Philippines visant à contrer les prétentions de Pékin en mer de Chine méridionale. Oula, je suis pas au courant. Que se passe-t-il? Et comment peut-on appeler cette Ah folie Bertrand, belliciste dis-nous qui Bertrand! submerge notre monde? Ce sont les questions que je poserai justement à Bertrand Badi dans le cadre du Monde n'a pas de centre, sa chronique internationale pour le média. Bertrand, vas-y Bertrand! Vas-y Bertrand! Le monde n'a pas de centre. Le monde de centre. Mais du coup, attends, c'est un peu Golemont comme titre, parce que si tu barres n'a pas, c'est-à-dire que c'est le monde de centre. Mais du coup, ça n'a aucun sens. Le monde de centre. Avec Bertrand Badi. Le titre est un peu Golemont. Bonjour Bertrand. Il aurait fallu barrer le centre. Le monde n'a pas deux, parce que t'as barré le centre. Mais voilà, c'est le monde de centre. C'est trop... Ah non, ça a barré n'a pas, parce qu'en fait, il y en a un de centre. Ah, en fait, il y a un centre du monde. Et c'est juste que... Ouais. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, Bonjour, c'est moi, Bertrand Badi. je voudrais qu'on évoque un par un Bonjour. les foyers de tension à fort potentiel de belligérance qui sont dans notre monde en ce moment, et puis qu'on voit dans quelle mesure ils sont tous reliés, s'ils le sont, bien sûr, peut-être que c'est pas le cas, qu'on évoque aussi la nature de ce qui est manifestement en train de se préparer à nous tomber sur la tête. Commençons par la situation au Proche-Orient. En dépit des mises en garde internationales, y compris des États-Unis, Israël maintient son projet d'offensive à Rafah, et la situation est plus que jamais tendue avec l'Iran. Selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du renseignement américain, l'Iran ou ses alliés pourraient mener une attaque massive de drones ou de missiles sur C'est déjà le cas, là. le territoire israélien, en représailles à une attaque israélienne sur le consulat iranien à Damas, en Syrie, qui a occasionné 16 morts. Au moment où nous tournons cette émission, le vendredi 12 avril au matin, faut le dire tellement la Ah oui, mais du coup, c'était un peu... C'était pas encore là. tu vas vite, le guide iranien Ali Khamenei en est au stade des menaces. گری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همان کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. Alors Bertrand, la Ouais, c'est une ambiance. Hein. question que tout le monde se pose est jusqu'où ira l'Iran? Ils savent qu'Israël veut les entraîner dans un conflit frontal et ne veulent pas tomber dans le piège, mais ils pourraient aussi courir le risque d'être complètement... Putain, mais en fait, Macron, il est bête. Il a tout essayé, hein. Il a fait des photos de lui en train de boxer, retouché par IA. Il a essayé de se mettre en scène dans des tas de situations, mais il n'a pas pensé à mettre de la réverb quand il fait un discours. déconsidéré C'est une option, ça, un peu, pour être un peu, avoir de la prestance. si rien ne se passait après leur déclaration musclée. Ce sont bien les termes de l'équation. Et du coup, la marge de manœuvre de la République islamique est assez étroite. Pourquoi ? L'Iran n'a aucun intérêt à une guerre, je dirais, banalisée, c'est-à-dire correspondant à cette vision frontale, cet affrontement entre armées qui transformerait le Grand Moyen-Orient en un champ de bataille global. Oui. Pourquoi l'Iran n'a aucun intérêt à cela ? Parce que cela permettrait à Israël et en tous les cas au gouvernement Netanyahou de...
Pardon. Non, mais c'est un stream sérieux. Israël Le gouvernement de Netanyahou. Netanyahou. et en tous les cas au gouvernement Netanyahou de Netanyahou. réaliser son objectif qu'il caresse depuis des années et des années, anéantir le potentiel nucléaire de l'Iran. L'Iran ne sera pas transformé en Gaza parce que les données géographiques ne sont pas les mêmes, mais on voit à travers Gaza comment la volonté stratégique d'Israël d'anéantir l'autre, de ce que Clausewitz appelait terrasser l'ennemi, est une très forte vocation. L'Iran le sait et n'a aucun intérêt à le faire. Oui, puis il y a les États-Unis pour backup, c'est surtout ça aussi. Merci 8 flou 6. Je ne veux pas donner dans le complotisme parce que les choses sont souvent plus simples qu'on ne le dit, mais l'attaque du 1er avril sur Damas et sur l'ambassade d'Iran à Damas a été menée très certainement en toute conscience de ce risque. C'est-à-dire que Netanyahou, en décidant de cette attaque, savait que l'Iran ne pourrait pas ne pas répliquer. Donc on est dans une logique assez évidente. Maintenant, un peu nihiliste quand même. Oui, puis rappelle que Netanyahou veut faire ça aussi puisqu'il a toute sa population contre lui dans la rue, quoi. oui, mais je crois qu'il y a une vraie conviction, on en a déjà parlé autour de cette table, une vraie conviction en Israël que la puissance permet de tout régler. Ça, c'est la base même de la politique de sécurité. C'est une conviction qui ne se fonde sur aucun précédent historique Absolument. récent. Partout, ta fameuse expression, l'impuissance de la puissance, a été caractérisée. Donc c'est pour ça que je parle de nihilisme. Oui, mais en même temps, il y a toute une culture qui reste dominante en relations internationales et qui est non seulement exprimée par le power politics proclamé par tous les manuels de relations internationales, mais dont les États-Unis sont l'expression concrète aujourd'hui. Ah un oui. pays qui consacre par an 880 milliards de dollars à ses dépenses militaires part lui aussi de la conviction que la force permet de tout protéger de soi et de tout réaliser dans ses intentions vers les autres. Donc, cette conviction, 880 milliards, bah ça m'étonne pas. Hein. qu'elle soit fondée Et ça a encore augmenté, c'est une dinguerie. Hein. ou pas, Mais elle... c'est pour ça, ils font peur les Américains, on dirait, ça leur démange d'utiliser leurs équipements. Hein. Ils sont en mode, waouh, on met quand même beaucoup d'argent dans tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? est réelle dans le gouvernement israélien, et donc le gouvernement iranien le sait, et sait très bien le risque qu'il prendrait à se lancer dans un affrontement direct avec Israël. Donc attendons... Une attitude de coq un peu, tu tapes du poing sur la table, mais t'es déjà foutu. Bah, de coq ou de dignité, en fait. Tu peux voir la chose comme... C'est une question de dignité, je pense. Si l'Iran se dit qu'il faut absolument répliquer, c'est une question de regard aussi vis-à-vis de ses alliés dans la région. Genre, l'Iran est identifié comme une des forces qui peut entrer, qui peut créer une coalition d'opposition à Israël et tout ça. Le problème, c'est que si l'Iran fait profil bas, bah, ça donne pas confiance aux autres pour essayer de suivre une position de contre-pouvoir, quoi. Bon, bref. Peut-être que d'ici la diffusion de cette émission, on en saura plus ce que sera exactement l'éventuelle riposte iranienne. À mon avis, elle va être pensée de manière à ce qu'elle ne fasse pas glisser ce conflit vers l'automatisme de sa généralisation. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est pas seulement un jeu à deux, Israël-Iran. Oui. On voit les États-Unis empreints d'une peur presque panique de ce genre de guerre. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, qui n'arrivent pas à peser sur le conflit Israël-Palestine, Israël-Gaza, savent très bien qu'ils ne pourront pas contrôler un conflit qui se régionaliserait et qui prendrait l'allure d'une véritable guerre interétatique. Entre deux puissances nucléaires en plus. Oui, enfin, tu dis que l'Iran est une puissance nucléaire, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Elle a un programme avancé de recherche en matière d'armement nucléaire. Elle n'a pas
l'opérationnalité, c'est-à-dire elle n'est pas en mesure de lancer des missiles nucléaires, ce qui est différent peut-être d'Israël. Mais de toute façon... Peut-être que justement, il est temps de l'attaquer avant que son programme n'aboutisse à une opérationnalité. Ça fait partie de ces calculs Non, mais ils ont toujours pas la bombe en fait. Ils ont un programme de recherche. dont d'ailleurs le gouvernement Netanyahou ne s'est jamais caché. Il a toujours dit qu'effectivement, il fallait tuer le phénomène dans l'œuf et éviter à tout prix que l'Iran se dote d'une arme nucléaire. Une confrontation directe avec l'Iran aujourd'hui ou demain permettrait de réaliser cet objectif. C'est la raison Bon, pour ça, au laquelle... moins, c'est rationnel. Bah, la Il y a rationalité de absolue... la rationalité dedans. Voilà. Ça fait au moins 30 ou 40 ans qu'ils essaient d'avoir la bombe. Mais moi, ça me fascine, cette capacité à protéger un secret industriel comme le nucléaire, et le fait qu'il n'y ait pas des mercenaires qui puissent faire que ça fuite, de telle manière que finalement la bombe peut se retrouver chez n'importe qui. En fait, ça me fascine un peu. Alors, comment ont été mises en place les protections? C'est arrivé. Bah oui, bien sûr que c'est arrivé. Mais du coup, pourquoi l'Iran n'arrive pas, quoi? Enfin, La rationalité absolue n'existe pas, sinon ça se saurait. ils ont été butés, des chercheurs. Et c'est dans la rationalité israélienne. Moi, je pense que c'est irrationnel. Pourquoi c'est irrationnel? Parce que même si l'Iran est doté d'une arme nucléaire, les gouvernants iraniens savent fort bien que l'utiliser contre Israël serait un véritable suicide. Donc le risque Oui, c'est plus un manque de ressources, quoi. d'une attaque nucléaire venant de l'Iran est quasiment nulle. C'est la raison pour laquelle je parle d'irrationalité. En revanche, s'il y a une attaque massive d'Israël sur l'Iran, on n'est pas sûr de maîtriser la logique d'escalade et Bah ouais. En fait, finalement, l'acteur le plus instable, c'est Israël, encore une fois, hein. nucléaire ou pas nucléaire, une guerre... Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'au final, ça bénéficie à Netanyahou. Ça bénéficie pas à Israël, hein, mais à Netanyahou, oui. risquerait à ce moment-là d'avoir des effets incalculables tant dans la densité des malheurs provoqués que dans l'extension de ceux-ci. Donc tout ça est irrationnel. Mais au-delà de ces deux protagonistes, il y a quantité d'autres acteurs. Les États-Unis, donc je disais, veulent à tout prix éviter cette guerre, et c'est la raison pour laquelle le discours américain est un discours si menaçant et si réconcilié avec Netanyahou depuis quelques heures, depuis même 2 jours. Putain, les deux à la fois, quoi. Réconcilié et menaçant. Où il explique que le soutien à nouveau est total, inconditionnel à l'État d'Israël, ce qui est un discours de dissuasion pour dire aux Iraniens, attention, si vous allez trop loin dans votre riposte, vous nous trouverez face à vous et ça vous compliquera la tâche. Mais tout ça traduit une peur panique de voir ce conflit se développer. Regarde la Russie, regarde la Chine, qui se donnent la peine, l'une et l'autre, d'appeler, alors comme on dit en langage diplomatique, à la retenue. Bon, pour la Russie, une guerre explicite touchant l'ensemble de la région moyen-orientale serait une catastrophe, pour 1001 raisons. Pour la Chine... notamment toutes les routes que la Russie a pu créer dans cette région du monde, notamment grâce à son implantation en Iran. Oui, en Syrie. Et surtout, on ne sait pas à quel point la Russie est dépendante d'une stabilisation relative du Grand Moyen-Orient. La Russie a besoin d'être relativement tranquille en Syrie, où elle a un rôle pratiquement de tuteur effectif. Elle a intérêt à avoir des relations stables et nourries avec la Turquie. Elle tire énormément de profit de ces bonnes relations, je dirais pas alliance, de ces bonnes relations avec l'Iran. Il est évident que ces bonnes relations seraient complètement effondrées ou en tout cas laissées de côté en cas d'un conflit actif et de haute intensité entre Iran et Israël. La Russie a besoin du Golfe et notamment des Émirats arabes unis comme point nodal de ces échanges, et notamment de ces échanges clandestins. Là aussi, ça risquerait de disparaître. Donc, effectivement, on a dit trop imprudemment, ah, mais la Russie est très heureuse de voir ce conflit israélo. C'est fascinant un peu, c'est justement toute cette dimension d'échange avec les Russes et tout ça dans la région, parce que c'est très opaque, en fait. Tout est très clandestinisé, en fait. On sait pas à quel point il y a des armes qui circulent pour finir en Iran et tout ça.
palestinien se développer, ça fait que on Ah oui, il est pointu, le vieux, bien sûr. C'est pour ça que j'aime bien écouter Bertrand Badi. oublie. C'est pour ça que j'ai pas grand chose à rajouter. Enfin, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire sur le phénomène. C'est pour ça que j'écoute attentivement. J'ai besoin de l'écouter. Il me rassure, Bertrand Badi. L'Ukraine et la Russie peut y faire ce qu'elle veut. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'effectivement, personne hors d'Israël n'a véritablement besoin de cette nouvelle source de conflictualité. Donc, Israël est un pays... En fait, je suis vraiment une Golemont parce que pendant quelques secondes, là, j'étais fasciné par les chaises. Ils me faisaient penser à des Big Mac. Vous voyez pas le pain avec le steak là? Et là, il y a une autre couche de pain en dessous. On dirait pas une photo de... Oui, c'est un stream sérieux, pardon. Source de conflictualité. Donc, Israël est un pays qui n'a pas l'habitude d'obéir aux autres. Donc les pressions venant d'un peu partout, je ne pense pas qu'elles pourraient en profondeur modifier l'attitude d'Israël. Ça peut quand même contribuer à modérer l'escalade. Alors, on parlait de rationalité. Est-ce que finalement, il n'y a pas dans tout cela une rationalité personnelle de Benyamin Netanyahou dont la Maintenant, je ne vois que des burgers. Oh, c'est horrible, je me concentre. solution face à une situation sociale et militaire inextricable sur la bande de Gaza pourrait être tout simplement la guerre sans fin qui lui permettrait de conserver le pouvoir? Quelque chose de très personnel qui est un peu vain à l'échelle de notre vaste monde. Mais comment l'arrêter? Comment arrêter Netanyahou? Ce qui motive les dirigeants, c'est pas seulement la grande histoire. Alors, on le sait. D'abord, on le sait depuis des décennies, non pas à propos d'Israël et de Netanyahou, mais à propos de l'avancement même de la science politique, des travaux très sérieux, je pense au grand historien et sociologue américain Charles Tilly, qui explique war making, state making, et que plus on fait la guerre, plus on consolide le pouvoir politique. C'est une loi forte de l'histoire d'hier et d'aujourd'hui. Deuxièmement, depuis longtemps, tout le monde dit avec raison que une guerre prolongée permet à Netanyahou de se mettre à l'abri de ces poursuites judiciaires dont il est menacé et de tout ce que nous savons. Mais il y a quelque chose d'encore plus pervers qui s'affiche. Netanyahou, il a des affaires à skip. S'il lâche le pouvoir, il part direct en tôle. Surtout, il peut se prendre un procès de la part de toutes les familles de victimes. Ils peuvent noter le fait que le gouvernement n'a aucune envie d'entrer en négociation pour libérer les otages restants et tout ça. Ne serait-ce que ça, en fait. C'est ça qui lui pend au dos, en fait. C'est littéralement la vie de plein de victimes qui s'en bat les couilles un peu de sauver et qui bombardent à Gaza et tout ça, quoi. C'est... De ce point de vue-là, oui, il est en danger. Son pouvoir est en danger. Fiche depuis un certain temps. C'est que Netanyahou... Après, le peuple le déteste, mais ça veut pas dire que le peuple est moins colon pour ça, hein. C'est pas spécialement une velléité de gauche du peuple israélien ou anticolonialiste. Hein. C'est vis-à-vis des familles d'otages surtout. Netanyahou est sous la pression du mécontentement de la société israélienne. Mécontentement lorsque celle-ci, la grande majorité des Israéliens ont constaté que... Il y a même pire, il y a l'alliance avec les ultra-orthodoxes et tout. Parce que celle-ci, la grande majorité des Israéliens ont constaté que tout n'avait pas été fait pour protéger, prévenir l'attaque du 7 octobre. Oui. Mécontentement lié au projet de réforme de la justice et la dérive, je dirais, hors de l'état de droit. Oui, voilà, ça c'est un autre registre que je connais moins. De l'état d'Israël et du gouvernement israélien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'opinion publique israélienne, sauf minorité assez réduite, personne ne demande la fin de la guerre sur Gaza. Et il y a une sorte de consensus. Et l'effet pervers, c'est que le seul point de rencontre qu'il y a entre Netanyahou et la société israélienne, c'est la poursuite de la guerre et du processus d'éradication du Hamas. Et donc le grand paradoxe, c'est que le divorce accompli depuis un certain temps entre l'opinion israélienne et Netanyahou conduit
pour limiter les effets de ce divorce, à faire de l'escalade dans son propre projet de violence et de coercition sur les Gazaouis. Donc, tout ceci explique à quel point la guerre est devenue une stratégie centrale dans la pensée même des gouvernants israéliens. C'est la fameuse... Basé, il a tout dit, la fuite en avant. Mais ouais, mais comme quoi la question est pas si compliquée que ça. Hein. Après, si on rentre dans les détails de ce qu'on lui reproche, sa population, ce qu'elle lui reproche, la réforme de la justice, bon voilà, je ne saurais pas en parler plus que ça. Mais oui, la situation est pas plus compliquée que ça. C'est un État belliqueux, mené par quelqu'un qui profite de cette situation pour maîtriser l'appareil politique et pour occuper les esprits autour de cet imaginaire de guerre. Et du coup, ça se reporte sur l'Iran, désormais, en bombardant une ambassade et en attendant une réponse et en attendant potentiellement une escalade. Après, la question, c'est à quel point à quel point une escalade leur est souhaitable. Qu'il ne faut pas non plus rentrer dans un truc où Israël est complètement fou et a envie d'entrer dans une guerre totale non plus. Je ne pense pas que c'est ça. Mais ils ont envie de profiter d'événements belliqueux par-ci par-là. En fait, je ne sais pas. Qu'est-ce qui les arrangerait le plus une succession d'escarmouches ou une guerre totale? En fait, c'est ça que je me demande. Une succession de petites affaires, de petites tensions ou carrément une entrée en guerre beaucoup plus totale en espérant que les Américains puissent back-up derrière. Enfin, je ne sais pas. C'est ça que je n'arrive pas à cerner. Idée développée en c'est là que j'ai un peu peur, quoi. son temps par Sun Tzu, lorsque ce stratège chinois qui expliquait que finalement la guerre est l'élément... Faire diversion à propos de Gaza, mais c'est ça que vous comprenez pas, je pense. Au contraire, ils n'ont pas besoin de faire diversion à propos de Gaza. Il vient de le dire, Badi. Genre, la population est plutôt d'accord sur le fait de continuer à Gaza, en fait. C'est pas ce qui fait que c'est pas le problème, en fait. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est un renouvellement des soutiens occidentaux qui commencent à battre de l'aile. Ouais, ok. Ah, ouais. le plus central de la dynamique des États et des gouvernements, bah là, on en a la preuve. Bah, c'est le cas, hein, il a bien réussi. Hein. Macron, ça y est, il a remis sa pièce dans la machine. Hein. Alors, sur un autre dossier, la Russie est-elle pressée d'achever l'Ukraine? On peut se poser la question quand on voit qu'en dépit de son avantage militaire ou bien d'une stabilisation du front militaire qui lui profite, le pouvoir de Vladimir Poutine pilonne les installations énergétiques, voire nucléaires de l'Ukraine. Au nom de quelle logique? Est-ce qu'il faut tuer le match avant Biden est plus prudent. Bah, le problème pour Biden, c'est que je pense que c'est pas qu'il est plus prudent, c'est que là, je pense que les Américains commencent à constater, les démocrates commencent à constater qu'ils prennent sacrément cher pour l'élection à venir, en ayant ces positions-là et en ne critiquant pas, en n'ayant pas des positions pour potentiellement. Alors, ouais, c'est vis-à-vis de l'Ukraine aussi que ça se joue beaucoup avec Trump. Mais du coup, j'ai presque envie de dire, c'est quoi le discours de Trump vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza et tout là? Il dit quoi Trump là-dessus? Parce que justement, Trump, il a un peu le vent en poupe pour les prochaines élections, précisément parce qu'il tient tout ce discours de dire par rapport à l'Ukraine, il faut arrêter les frais, il faut trouver un accord et tout, non? Encore plus sioniste, full pro-Israël. Oui, mais je pense pas que dans sa position, Trump peut engager le fait qu'il serait d'accord à ce qu'il y ait une sorte de guerre totale et que les États-Unis s'en mêlent. Parce que ça serait deux poids, deux mesures par rapport à la position qu'il essaye d'avoir avec l'Ukraine. Vu que Trump, j'ai l'impression qu'il joue sur une position d'une Amérique bien plus centrée sur elle-même, qui essaye de se reconstruire pour et par sa population, et qui du coup évite de mettre de l'argent à tout va un peu partout. Ce qui est une position qui change du néoconservatisme, peut-être, hein, j'ai l'impression, ou alors je me trompe, mais du néoconservatisme de les États-Unis doivent se mêler de tout partout et je sais pas, en même temps Trump c'est un phénomène spécial quoi. Trump avait déjà dit qu'il ferait la guerre à l'Iran quand il était président. Oui, OK, ouais. Lui, il aurait déjà supprimé la Palestine. Ouais, peut-être qu'il veut pas de bisbis avec Poutine, par contre se faire des Arabes dans la région, ça le dérange pas quoi. Après, Biden est plus centré sur le Pacifique que l'Atlantique durant son mandat. Trump veut l'Amérique great again. Oui, bah oui, ça, on sait, ouais. L'acheminement complet des aides militaires européennes? Alors, à nouveau, je citerai Sun Tzu, le stratège chinois qui disait « Personne ne gagne à une guerre longue ».
Et je pense que c'est parfaitement exact. Oui. On a une façon un peu curieuse, ici, dans le monde occidental, d'expliquer que finalement... Il a dit Sun Tzu, oui. Poutine mise sur une guerre longue et qu'une guerre longue lui permettrait de prendre l'avantage. C'est vrai qu'il y a des signes d'épuisement au sein de la société ukrainienne. C'est vrai que c'est difficile dans cette inégalité de ressources de tenir le front côté ukrainien, mais on a un peu trop tendance à idéaliser, même à édéniser la situation en Russie. Certains disent que l'économie russe, finalement, se porte infiniment mieux qu'on ne le prévoyait. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'effondrement de l'économie russe, Oui. mais il faut voir aussi... L'effondrement que beaucoup avaient prévu, notamment notre bon ministre Bruno Le Maire. Et c'est peut-être pour ça, parce que les prévisions avaient été trop optimistes vu d'un point de vue ukrainien, que... Bonjour, mon fait, Trump a dit qu'il résoudrait le conflit en 3 jours et qu'il veut se retirer de l'OTAN. Waouh! Mais c'est ça, en fait, j'ai besoin d'en comprendre plus, parce que la position de Trump, elle est spéciale, en fait. Genre, on dirait qu'elle est en rupture avec un imaginaire néoconservateur, et en même temps, pas du tout. Genre, c'est l'un et l'autre en même temps. Trump pro-Poutine. Oui, certes, mais... Je sais pas. Le non-effondrement de la société et de l'économie russe devient une sorte de victoire. Est-ce que Trump, par exemple, il est belliqueux aussi vis-à-vis de la Chine ou des choses comme ça, des fois, genre... Parce qu'en fait, Oui. on avait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est la preuve qu'en politique... Peut-être que Trump, il va être pote avec Poutine et se retourner contre la Chine ou des trucs comme ça. Le fou du bus. Ouais, il y a un côté fou du bus, hein, franchement. faut jamais écrire d'horoscope. Peut-être qu'il faut s'arrêter à ça. Hein, c'est le fou du bus et puis voilà, quoi. Ça, c'est absolument évident, tant pour les acteurs politiques que pour les observateurs que nous sommes, et les analystes que nous sommes. Ça, c'est certain. Mais dire que pour autant, la Russie Ah oui, je sais qui turbosus Israël. tire à terme profit d'une guerre longue, tant du point de vue de l'état de la société que du point de vue de l'état de l'économie, et je dirais même de l'état des institutions, je crois que c'est allé vite en besogne. Donc, je ne crois pas que le jeu soit un jeu consistant à parier sur le temps. Il faut tout simplement recentrer la question ukrainienne sur l'essentiel. L'essentiel, c'est cette volonté obsessionnelle de Poutine de rétablir la puissance russe. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce que tout dictateur a besoin de puissance pour renforcer son propre pouvoir. Et deuxièmement parce que le pacte qu'il a passé avec la société russe, la marque politique qu'il a fait sienne pour être identifié par la société russe, et je dirais par le monde en général, c'est d'être celui par qui la puissance russe, qui était au sommet du temps de l'URSS, reviendra. Donc, il ne peut pas lâcher tant qu'il n'aura pas démontré qu'il est encore puissant. Et c'est Ouais, c'est même pas une histoire de zone tampon pour rester tranquille et tout ça, quoi. ça qui est inquiétant, c'est ça qui est dangereux. Alors ça peut se faire soit à partir d'une offensive qui nous ferait sortir de cette espèce de gel que nous connaissons depuis plus d'1 an, ce peut être par un jeu diplomatique subtil qui lui permettrait de gagner quelque avantage, mais il ne peut pas s'arrêter demain matin en prenant sa... Ouais, c'est ça, en fait, vis-à-vis de l'Ukraine, comment dire, le scénario le plus probable, c'est qu'on ait un round 2, où en plein milieu de la nuit, sur Twitter, on voit le truc arriver en top tweet, où d'un coup, ça renvoie tous les hélicos, tous les avions, frappe massive, et ça progresse d'un coup sur l'Ukraine très très vite. Enfin, je pense que ça va se passer comme ça, quoi. Canne et son chapeau et en sortant se promener. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, tout se joue dans cette éventuellement même artifice de puissance dont il pourra faire la démonstration. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer si on veut véritablement rétablir la paix dans cette région du monde. C'est-à-dire C'est-à-dire, on ne peut pas céder à Poutine sur l'essentiel, c'est-à-dire la reconnaissance de l'intégrité territoriale. Ou alors, Poutine, il ouvre un front ailleurs. Parce qu'en fait,
Au niveau du renseignement, c'est quasiment impossible pour lui de mener une offensive correctement. C'est ça qui a gelé la situation. C'est globalement, les deux camps sont tellement observés et renseignés, et les méthodes de surveillance sont tellement fortes, que mener des offensives, c'est très très dur. Donc à moins de mener une offensive éclair très très rapide et d'avoir une bonne manière de masquer son renseignement, c'est possible, mais c'est quasiment impossible au niveau du renseignement. Donc tu aurais beaucoup de pertes. Si Poutine faisait ça, il aurait beaucoup de pertes, parce qu'il y aurait déjà tout le dispositif antiaérien qui serait prêt immédiatement dès qu'il voudrait lancer une offensive. Peut-être qu'il peut ouvrir un autre front. Mais dans ces cas-là, c'est dangereux. Enfin, je sais pas, je suis en train de faire des baits, j'ai l'impression de jouer à un jeu là. J'ai l'impression d'être sur une map de civilisation et de... Bref. De l'Ukraine, le droit à l'Ukraine. Il peut attaquer où à l'ouest? Bah, il y a il y a les pays Lituanie, Slovénie, machin et tout, non? Existé par sa Qui propre se sentent déjà menacés depuis très longtemps aussi. volonté, mais en revanche, on peut assurer l'Ukraine que Quel intérêt d'ouvrir d'autres lignes de front? Bah, la surprise. la mise en péril de sa sécurité appartient au passé. Il faut Il attaquera jamais un pays membre de l'OTAN. Ouais, c'est vrai. prendre Poutine à la lettre. Pour enjoliver son dossier, il explique qu'il est menacé par l'Occident, que la véritable racine du conflit avec l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine, c'est cet Occident collectif qui le menace et qui fait peser une sorte d'insécurité permanente sur la Russie. Mais Poutine, on est d'accord qu'il essaye pas déjà de déstabiliser par certains moyens ces pays-là? Alors, il n'y a pas des attaques de hackers et machin dans les Lituanie, Slovénie, machin, non? C'est pas déjà un peu le cas? Je crois, hein. Je crois qu'il passe par d'autres moyens pour foutre un peu la merde là-bas, je crois, des fois, non? Non, le homo. Oui, c'est ça, hein. Et disons, En France aussi, oui, en France aussi, mais c'est beaucoup moins une cible. Enfin, les attaques sont beaucoup moins massives. J'ai l'impression que là-bas, c'est carrément des attaques où ça essaye de couper le courant dans des usines et machin. Chez nous, il y a de l'infiltration politique, il y a de la magouille. Mais ça essaye pas littéralement de déconnecter des institutions parfois. Enfin, c'est... réfléchissons aux conditions d'une sécurité en Europe, c'est-à-dire redéfinissons les zones militarisées et démilitarisées. Oui, voilà, il fait de l'ingérence chez nous, Poutine. Et qui appartient à l'OTAN, qui n'y appartient pas, qui appartient à l'Union européenne et qui n'y appartient pas, comment construire un partenariat de surveillance réciproque, de monitoring. Partenariat de surveillance réciproque, oui. Bah, pourquoi pas? Oui. Mais attends, dans les années... Attends, quoi? C'est intéressant. N'y appartient pas, qui appartient à l'Union européenne et qui n'y appartient pas, comment construire un partenariat de surveillance réciproque, de monitoring. Partenariat de surveillance réciproque, oui. Bah, pourquoi pas? Oui. Mais attends, dans les années 90, quel était le thème qui consistait à franchir l'espace de la post-bipolarité, de sortir de la bipolarité? C'était le partenariat pour la paix, le fameux C'est intéressant un peu. PPP, où on essayait... En fait, j'essaye de comprendre ce qu'il veut dire, mais en gros, il est en train de dire peut-être que si le problème, c'est que l'Ukraine soit dans l'espace européen, peut-être qu'il faut un partenariat de surveillance en mode les Russes et l'Europe surveillent ce qui se passe sur le territoire. On surveille cette zone pour qu'il arrive plus de... Enfin, je sais pas. de définir une sorte d'équilibre entre Alors là, l'OTAN je pense qu'Assandre, il serait calé pour en parler. et la Russie. C'est pas très cher, ça coûte pas très cher que de définir clairement les thèmes Ouais, la neutralisation de l'Ukraine. et les termes d'un partenariat entre l'OTAN et la Russie. Et Mais à bon. terme, la disparition de cette OTAN qui ne correspond plus aux données du monde actuel. Tout ceci ne se fait pas d'un coup de baguette magique, contrairement à ce que dit M. Trump qui prétend qu'en 24 heures il peut s'entendre avec Poutine. Tout ça est très compliqué, mais le très compliqué est quand même moins compliqué que le ne rien faire. Et En même temps, il y a des bonnes raisons. Hein. Le Kremlin, ils ont des vidéos de lui qui pisse dans la bouche d'une prostituée, je crois, non? Golden Shower, l'affaire des Golden Shower. plan de glissade vers ce qui peut être tout et n'importe quoi. Oui, c'est logique, sauf que il y a une atmosphère globale. Non, c'est l'inverse, c'est une prostituée qui lui pisse dans la bouche, je sais plus.
De prime à la belligérance dont on reparlera. Mais en tout cas, c'est dans cette atmosphère déjà très tendue que les États-Unis s'en prennent à la Chine, qu'ils accusent de fournir des renseignements Oui, il y a la pipi tape, il y a une affaire comme ça, j'ai oublié, mais il y avait un truc comme ça un peu. géospatiaux à la Russie. Dans le cadre de cette guerre contre l'Ukraine, la Chine devra rendre des comptes si Poutine a même payé un prostitué mâle pour lui battre les boulasses. Ouah, je crois que tu vas un peu loin, j'ai plus de mal à y croire, mais Moscou gagne du terrain en Ukraine. Le problème est qu'on ne voit pas lui battre les boulasses, ça me fait rigoler. pourquoi Pékin en tiendrait compte vu qu'Américains, Japonais et Philippins ont organisé un sommet trilatéral en guise de défi à son hégémonie dans la région. Est-ce qu'ils jouent à se faire peur ou est-ce que la menace de déraillement est grave? Non, je crois surtout qu'on échange tout un tas de signaux. Ce qui est dans la banalité des... C'est pas un pote de Epstein, Trump? Non, c'est pas directement de Trump. C'est, je crois, un de ses ministres. C'était le ministre de la Justice ou quelque chose comme ça, qui avait des relations un peu bizarres. Justement, il a eu du zèle vis-à-vis de l'affaire Epstein. Et il a, en même temps, de son zèle, été l'un de ceux qui a fait que Epstein a un peu esquivé sa première condamnation. Je crois que c'est ça l'histoire. Mais je pense pas que Trump a beaucoup moins les mains mouillées. Enfin, il est beaucoup moins mouillé dans cette affaire que certains de ses proches, je crois. Lui aussi, non. Bah, je suis pas sûr. Il me semble que c'est son entourage plus que autre chose. Ou alors c'est son... Oui, voilà, il a un lien plus indirect, en fait. Il l'a invité dans sa résidence en Floride. Oui, mais du coup, c'est pas une implication sur son île. Bah là, je pense que... Je sais pas, faudrait avoir l'info, mais... Je crois que c'est plus indirect que ça, je pense. relations internationales depuis le début des temps. Oui, pour le coup, Trump, il s'est pas trop mouillé dans cette affaire. Par contre, certains de ses proches, si, je crois. La meilleure façon de gérer des relations internationales, c'est d'annoncer ce que Oui, Clinton est bien plus mouillé. l'on craint chez l'autre et de faire valoir les risques que l'autre prendrait s'il persistait dans tel ou tel de ses choix. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner. Un sommet entre les États-Unis, le Japon et les Philippines, ça n'a rien d'extrêmement nouveau ni de déterminant. Ouais, mais la Chine a répondu par des manœuvres militaires. Oui, échange de signaux, effectivement, et il y a une certaine symétrie. Moi, je constate quand même deux choses que l'on oublie un peu trop vite. Premièrement, Ah, j'essaye de me concentrer, mais on dirait pas la cravate de Bertrand Badi, c'est une gaufre. J'ai envie de croquer dedans. On dirait pas, genre, on peut la manger. je constate quand même deux choses. C'est un que stream sérieux, rappel. l'on oublie un peu trop vite. Premièrement, c'est les liens très forts qu'il y a entre la Chine et le Japon et qui ne sont pas démentis. En termes d'échange commercial, par exemple, la Chine est quand même le premier client et le premier fournisseur du Japon. C'est important. C'est un peu logique, la géographie étant ce qu'elle est, non? Oui. Oui, mais enfin, la géographie est ce qu'elle est. Il n'y a pas entre la Russie et la Pologne la même densité des échanges. Faut quand même avoir un regard lucide sur la diversité des situations du monde. Bon, d'autre part, regardons de très près les logiques d'intégration en Asie orientale. En décembre 2020 a été signé un traité extrêmement important, le RCEP, Economic Partnership. Ok. Qui, Oui, il est un peu goofy. qui prévoyait que presque 40% du commerce mondial se trouvait désormais intégré, et là-dedans, il y avait en même temps la Chine, le Japon et même l'Australie et divers pays qui sont censés, qui à l'époque étaient plus particulièrement censés être en opposition directe avec la Chine. Donc, on oublie toujours qu'il y a cette force de l'intégration entre les deux. Deuxièmement, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que la Chine, pour 1000 raisons, ne rompt pas ses liens avec la Russie, ne sanctionne pas la Russie, lui achète du pétrole, ce pétrole que devaient lui acheter les pays occidentaux, tout ça est répertorié, mais la Chine est très prudente
dans l'aide apportée à la Russie. Et effectivement, en matière de renseignement, en matière aussi de prévention, de matière défensive, des choses se font, mais il y a très peu d'armes offensives chinoises, à ma connaissance, et même les États-Unis en conviennent, qui ont été livrées par la Chine à la Russie. Donc, il est clair que la Chine fait attention. La Chine n'a aucun intérêt. On parlait tout à l'heure du Proche-Orient, mais on peut projeter ça sur l'Extrême-Orient. La Chine n'a absolument aucun intérêt à ce que ce conflit vienne à déraper et à s'aggraver. Et de même, ne simplifions pas les choses en tenant pour idylliques les relations entre Pékin et Moscou. Les relations entre Pékin et Moscou n'ont jamais été bonnes dans l'histoire. Jamais. Et au premier contact entre l'empereur de Chine et le tsar de Russie, jusqu'à aujourd'hui, en passant par les relations entre Mao Tse-tung et Staline. Et on pourrait continuer, le fameux schisme Moscou-Pékin, etc. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la Chine, obsédée par les humiliations qu'elle a eu à subir, voit dans la Russie l'acteur privilégié de telles humiliations. Alors il y avait la France et l'Angleterre au moment de la guerre de l'opium, bien sûr, il y a eu les États-Unis après, mais il y a, frappant les relations entre Pékin et Moscou, cette même méfiance. Je pense que la méfiance l'emporte sur la confiance. En même temps, comme dirait quelqu'un, en même temps, c'est vrai que la Chine, premièrement, se régale de voir inverser les relations entre la Russie et elle-même. Autrefois, la Chine, encore une fois, une affaire d'humiliation, était le petit vassal de Staline, ouais. de la Russie, ou en tous les cas était considéré comme tel à Moscou. Aujourd'hui, c'est Moscou qui est demandeur à Pékin. Et donc, ça plaît à Pékin de voir cette inversion. De même que ça plaît à Pékin de voir que les choses sont beaucoup plus compliquées pour l'Occident à mesure que le temps passe, voir que le conflit ukrainien crée les conditions, sinon d'un divorce, du moins d'un éloignement entre les États-Unis et l'Europe, de voir que l'Europe est divisée sur le sujet. Tout ça, effectivement, satisfait Pékin à un moment où, ne l'oublions pas, les relations internationales sont hypothéquées, préemptées par ce désir occidental de constituer un bloc uni. C'est ça qui énerve le plus au sud et à l'est, c'est-à-dire que l'Occident cultive de l'entre-soi et a fortiori de l'entre-soi hégémonique. Le conflit russo-ukrainien a lézardé cet entre-soi hégémonique de l'Occident. Évidemment, Pékin s'en régale, mais c'est pas pour ça que Pékin va tout d'un coup se saisir du conflit russo-ukrainien pour attaquer l'Europe occidentale. Mais de manière générale, comment expliquer, une fois de plus, on a des exemples qu'on vient de citer, la surenchère guerrière actuelle. Alors, c'est une surenchère guerrière dans les faits, notamment Russie, Ukraine et Proche-Orient, mais c'est également une surenchère guerrière dans les croyances, en la toute-puissance, dans les coups de menton, etc., dans une atmosphère anxiogène qui est fabriquée par les dirigeants politiques mondiaux et qui donne l'impression que nos enfants ne grandiront pas dans la paix. Pourquoi ce retour Là, il parle de quoi ? Il parle genre de Macron, les déclarations de Macron, du canon, de la poudre et de la brutalité dans son expression la plus essentielle. Alors, j'ai tendance à privilégier deux explications qui ne s'excluent pas l'une l'autre, mais peut-être se complètent, et c'est ennuyeux de constater qu'elles peuvent se compléter. Le premier élément, c'est que nous sommes dans une conjoncture de décomposition, d'affaiblissement considérable du politique. Et ça se voit partout. Ça se voit au Sud à travers... Sa vision de la politique est bien trop occidentale. Pas sûr qu'il se soit... C'est un spécialiste du sujet politique international chinois. Oui, c'est pas son sujet à la base. Là, il est pris chez le média comme chroniqueur et tout ça, mais lui, c'est plus le Moyen-Orient.
la crise Vous institutionnelle. faites des trop sérieux, ça me terrifie. Bah, désolé, mais j'écoute, j'apprends des trucs en fait. Genre, je vois pas comment je peux forcément rebondir. C'est tout. C'est sérieux un peu. Récurrente qui explique les faibles progrès que la démocratie peut y accomplir. Ça se voit à l'Est où le régime russe était avant 2022 considérablement affaibli. D'ailleurs, je parlais de régression de puissance tout à l'heure. Et ça se voit dans ce que l'on appelle le bloc démocratique occidental, où on ne va plus voter, où on n'a plus confiance dans les acteurs politiques, où on n'a plus confiance dans les institutions, où monte un populisme, je dirais quelquefois, qui confine à la pure folie dans son discours. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on revient au même point, lorsque le politique s'effondre, on compense cette incapacité interne par une musculation extérieure. Oh, putain, Attends. Avec un double espoir. D'abord que ça peut recréer un sentiment de cohésion nationale dont profiteraient les dirigeants, et d'autre part avec l'idée que ça peut permettre de sauver la puissance, la capacité, la maîtrise que les dirigeants ont sur un ordre Pardon. global, social interne et global mondial, qui échappe de plus en plus à leur contrôle. Mon niveau de concentration qui baisse là, c'est vrai. Ça, c'est un élément à surveiller. Il y a un lien, d'ailleurs, l'histoire l'a montré, entre cette défiance à l'égard des Oh, les soundboards, ouais, pardon. institutions et le Attendez, on se concentre, c'est un stream sérieux. glissement, sinon vers la guerre, je ne pense pas qu'on en soit là, mais vers un langage de guerre et de puissance internationale. Le deuxième élément qui joue, c'est que l'échec des processus institutionnels d'intégration internationale, du multilatéralisme, de la coopération entre États, des échanges, de la confiance entre États. Et je pense en particulier au rapport Afrique-Europe, et je pourrais même simplifier, parce que c'est là que le paroxysme est atteint, France-Afrique. Cet échec de la coopération internationale dont on n'a jamais dans l'histoire mesurer un tel niveau, ne serait-ce que parce que dans l'histoire, le monde n'était pas monde, il était régionalisé. Là, tout le monde échange avec tout le monde. Fait que les logiques identitaires, le discours identitaire progressent aux dépens du discours de coopération et que l'identitarisme crée de la méfiance, crée du rejet de l'autre, crée de la haine. C'est-à-dire que jamais le discours international a été aussi haineux. Au summum de la guerre froide que j'ai connu quand j'étais enfant, il y avait un discours de grande violence, mais qui était, je dirais, contenu par la force des idéologies. C'est-à-dire, c'était vraiment le socialisme contre le libéralisme. C'est un peu fascinant, hein. C'est là que tu vois qu'il y a un parallèle entre la manière dont on va avoir des discours sur ce qui se passe à Gaza et le fait qu'avec une affaire Samara, on a absolument besoin de se dire que si elle avait les cheveux rouges, du coup c'est un truc lié à l'islam. Tout se rejoint, hein. Enfin, toute la manière dont les sujets sont traités pour animer une sorte d'état du monde, de vision du monde, la nourrir chez les populations. Enfin, tout est connecté, hein, c'est fou. Hein. Les variantes de part et d'autre. Aujourd'hui... Mais on est dans cet appareillage-là, quoi, d'identitarisme et donc de changement des rapports internationaux. On lui substitue un discours de haine identitaire, parce que l'ennemi, ce n'est plus celui qui pense différemment de toi, c'est celui que tu construis comme étant différent de toi, c'est-à-dire inférieur à toi. Le discours de haine sur l'islam, cette espèce d'obsession stigmatisante de l'islam, qui peut être parfaitement légitime quand on touche aux variantes les plus extrémistes, les plus radicales, qui sont le djihadisme, mais
on n'en est plus là. Ah, plus du tout. Mhm. On n'en est plus là, Ouais. ne serait-ce que parce que maintenant on ne se gêne pas pour confondre islam et djihadisme. Tous les musulmans seraient des djihadistes. L'autre jour, on m'a... Waouh. Moi, je réalise ça quand par exemple je fais une miniature pour Wissam et je suis en mode oh, je vais aller voir un peu les commentaires de la vidéo. Les commentaires de la vidéo de Wissam. Les gens, c'est. Je sais pas comment il fait Wissam. Bon, en même temps, il a pas le choix. Mais c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je veux dire, même moi, des fois, il y a des gens pour me dire oh là là, Moufette, tu as du courage, tu es trans. Dès que tu parles, les gens, t'insultent et tout. Oui, bon, ça va quoi. Derrière, il y a Wissam. Hein. Pour me rassurer, je vais voir le Twitter de Wissam, ses commentaires, machin. Enfin, il y a peu de temps, C'est terrible. Hein, on m'a écrit en disant « Ah, mais les gens sont fous. Hein, ils sont tellement crispés, quoi. Ils voient un Wissam, ils sont fous. Hein. la personne qui a... Il se dit pareil avec d'autres. Ouais. Avec qui d'autre? Moi, je veux bien. Avec qui d'autre? Qui prend plus cher que Wissam? Wissam prend quand même sacrément cher dans la méta. Hein. attaqué d'autres personnes avec un T'as couteau vu son tweet pour la fin du Ramadan? Non, j'ai pas vu. à Bordeaux pour Avec Rima Hassan? Bah ouais. porter une djellaba, donc c'est de l'islamisme radical. Non mais où en Avec Mastu, oui, bien sûr. sommes-nous? J'entends à la télévision des gens qui ne sont pas pourtant réputés pour être incultes parler d'islamo-nazisme. C'est maintenant courant. Il y a quelqu'un qui a fait un livre sur le frérot-salafisme. On en est véritablement dans cette obsession, alors rhétorique, mais attention, les mots laissent toujours des traces. Et donc, dans une montée incroyable de méfiance. Jamais l'autre, sous ces différentes figures, alors l'islam est privilégié parce que c'est peut-être là que le contact entre l'Occident et le reste du monde est le plus fort, mais on voit bien de la manière dont on parle de la Chine et de la méfiance qu'elle inspire. On le voit bien à propos de l'Afrique et de son incapacité depuis le discours de Sarkozy à Dakar en Il a 2000. écrit des bouquins, ce gars. Oui, le dernier, c'était pour une politique, pour une analyse personnalisée de je sais plus quoi. Cette Incapacité et Oui, bien sûr, il écrit des bouquins. Il est prof à Sciences Po, Badi. potentialité d'invasion. et potentialité d'invasion. Et puis, Ça doit être un bon prof. Hein, il doit être cool. Hein. allons-y carrément. Renaissance de ce que Jules Ferry avait annoncé, distinguant les races inférieures et les races supérieures. Je crains qu'on en revienne à cette rhétorique. Alors qu'on pouvait croire, Ah bah, l'école, interdiction de la baya, machin et tout, on y revient un peu. Hein. mais moi je continue à y croire fermement, que la mondialisation pouvait être porteuse du discours inverse, d'un discours humaniste. C'est-à-dire la mondialisation, puisqu'enfin, pour la première fois depuis Adam et Ève, le monde est unique, tout le monde est dans le même bateau, eh bien peut-être que les traits de l'être humain viendraient se dégager au-dessus de ce qui fait la particularité des uns des autres. Non, c'est le contraire. On va saisir ces particularités pour les stigmatiser, pour proclamer sa supériorité et surtout pour engager de la haine, laquelle... Je sais pas, ça me paraît un peu naïf quand même. L'internationalisme basé, oui, mais c'est pas ce qui s'est passé avec le mondialisme. Le mondialisme, ça a été la centralisation des rapports de production à l'Occident et l'exploitation des greniers, des foyers industriels où tu peux payer moins cher la main-d'œuvre ailleurs et tout ça, quoi. C'est la délocalisation et tout ça. C'est comme ça que ça s'est mis en place, avec une sorte de bourgeoisie mondiale, tout ça, quoi. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais dans les faits, c'est un peu, je sais pas, ça me paraît un peu naïf de dire que on aurait pu croire que ça se serait passé autrement. Et là, le communisme n'a pas gagné, quoi. Effectivement, est construite comme On dirait qu'il supporte l'internationalisme. Mais moi aussi, je le supporte. L'idée de l'internationalisme, c'est pas mal, en fait. Il faut une certaine souveraineté, mais c'est pas mal, quand même, d'avoir des alliés, des bonnes relations avec ses voisins, de pouvoir... je sais pas, Internet, l'Internet, je veux dire, vous êtes sur Internet, vous parlez anglais la moitié du temps, sur des forums, pour discuter avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde. C'est très bien, quand même, non? barrage à la submersion, au grand remplacement et des choses comme ça. Ça, c'est très, 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 très dangereux.
pas. Et donc, c'est ce discours de haine qui rejaillit. Je vois quand même l'intérêt d'une communication mondiale sans capitalisme. Bah, c'était le projet d'Internet. Le problème, c'est qu'il y a les GAFAM maintenant. Qui est en conformité finalement à une atmosphère Mais ça reste quelque chose de tellement instable pour les pouvoirs en place que même Macron veut commencer à vouloir couper le courant quand il y a des manifestations, quoi. belligérance latente dans le monde. Oui, parce que les deux éléments que je distinguais viennent se rejoindre. C'est-à-dire, il y a la stratégie politique, effectivement, de retour à la puissance internationale, qui vient rencontrer, dès qu'il est question de puissance internationale, son contraire, qui est l'autre. Alors, l'autre est rejeté et en même temps menacé de l'épouvantail de la puissance dont on dispose. Et donc, ça me fait très très peur. C'est la raison pour laquelle, bon, tu le disais au début de l'émission, moi je ne crois pas à une troisième guerre mondiale parce que, de toute façon, il peut y avoir des choses affreuses, mais elles seront tellement différentes de ce qu'on a connu. Et en 1939... Peut-être pire. Peut-être pire, bien sûr, je ne sais pas. De toute façon, Parce que les deux Oh, quel enfer! Même Bertrand Badi, il peut pas nous rassurer, rassure-nous! guerres mondiales, il n'y avait pas On n'a pas envie d'avoir une bombe. Moi, j'ai ma petite vie. Laissez-moi. d'armes nucléaires, il n'y avait pas l'informatique et les réseaux qui interconnectent le monde. Aujourd'hui, on peut affamer des milliards d'habitants en coupant des réseaux, mais en bien coupant sûr. des flux. des 700 000... En fait, ce qui est, moi, mon avis, c'est que oui, il y aura peut-être pas une troisième guerre mondiale, mais les rapports les rapports à la guerre changent. Et ça, comment dire, un des vrais changements qu'il y a, c'est que on s'attaque vraiment beaucoup plus à des populations. Donc les guerres risquent d'être beaucoup plus génocidaires, genre affamer des populations, les tuer, partir du principe qu'il y a un essentialisme chez les gens qu'on tue, comme on le fait en disant que les Palestiniens soutiennent tous le Hamas et compagnie. Ce qui n'est pas en soi le début d'une troisième guerre mondiale, mais d'une modalité où, là où certaines guerres pouvaient être réfléchies de telle manière qu'on disait ah bah on essaye au sein d'une population d'éradiquer des groupes de rebelles, des groupes de résistants et tout ça, là c'est tout le monde qui est suspecté. C'est tout le monde. Et le regard qu'on porte culturellement sur les pays arabes, sur l'islam et tout ça, fait que dès qu'il y aura des potentielles entrées en guerre dans ces territoires-là, c'est littéralement la population entière qu'on suspecte, en fait. Donc c'est la dimension très meurtrière des guerres qui s'amènent, en fait, qui me fait peur. Et même à l'Ukraine, hein. Quand on voit que Poutine essaye de développer un discours en disant que toute la population est nazie, ou alors que l'Occident est rongé par les IST parce que tout le monde est pédé et se met des doigts dans le cul. Enfin, tu sens que c'est des mises en place de discours où on ne pardonne pas aux civils, on ne pardonne plus aux civils. Là où à une époque, quand bien même les guerres étaient meurtrières, on était aussi dans une logique où on se cachait derrière le fait de vouloir surtout tuer, je sais pas moi, Ben Laden et ses copains cachés dans une grotte, quoi. Vous voyez un peu le truc. Les humains qui ont le plus à souffrir de famine, 80% aujourd'hui sont à Gaza. Donc on voit très bien ce qu'une guerre peut apporter. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même si on n'en arrive pas là, c'est-à-dire même si on ne passe pas au stade explicite de la guerre, il risque de rester, et pour longtemps, les traces de ce poison que je décrivais tout à l'heure et qui affecterait les rapports humains. Guerre ou pas guerre, la manière dont on regardera l'autre sera de plus en plus... Conséquence de l'individualisme. Je dirais pas conséquence, mais l'individualisme est un terreau formidable pour cette situation. Parce que, en fait, si on prend nos situations à nous dans le monde tel qu'on le vit au quotidien, le problème qu'on a, c'est que les gens ne se rencontrent pas. Il y a beaucoup moins de collectifs, beaucoup moins de capacité à ce que la population se rencontre. Les gens ont beaucoup plus des routines où ils vivent chez eux. Ils se font une image de l'autre au travers des médias, mais de plein de façons différentes, hein. Que ça soit les gens qui se disent qu'un arabe c'est forcément un meurtrier, ou que l'islam c'est forcément le salafisme et tout ça en matant des docus, ou que ça soit des petits gauchistes bandeurs qui se disent que la banlieue c'est forcément des gamins qui dealent à tous les coins de rue et que c'est un peu stylé le rap et tout ça. Enfin, il y a plein d'imaginaires différents, mais ce qu'on peut constater, c'est que globalement l'individualisme c'est un terreau où les gens ne se rencontrent plus, où on va plus forcément expérimenter les rapports sociaux et du coup ils sont très essentialisés aussi parce qu'on est beaucoup chez nous derrière un écran
Voilà quoi. Et donc, c'est un terreau, oui, c'est un terreau pour le reste, c'est un terreau pour l'essentialisation et ouais. Empreinte. Moi, j'ai presque envie de dire que Twitch, c'est pas pour me faire de la pub, mais c'est l'une des plateformes où c'est le moins pire, peut-être. Que du coup, je sais pas, enfin, par chez nous, il y a de la diversité, enfin, appelons-le comme ça. Et surtout, c'est des moments longs. Les gens peuvent s'exprimer, on peut leur répondre. Du coup, il y a des gens qui ont des interrogations, on peut questionner leur vision du monde. Enfin, comment dire, c'est un des médias, un des médiums les moins pires de cet effet de parasocial, d'essentialisation. De cette haine, moi, qui me fait très peur. C'est pour ça que les gens aiment bien Twitch aussi. Merci beaucoup Bertrand et merci à vous d'avoir regardé cette édition du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi sur le média. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux. Si vous avez apprécié cette émission et que vous... Moi, je suis persuadé que le simple fait que PDH existe a permis à beaucoup de petits blancs qui regardent de comprendre un imaginaire qui était beaucoup, beaucoup plus essentialisé pour eux. De comprendre que les luttes, ce qui anime un quartier et tout ça, c'est pas forcément que un imaginaire. Quand bien même comment dire, on veut le positiviser au travers du rap ou des trucs comme ça. Enfin, ça donne des perspectives beaucoup plus larges, quoi. C'est bien. Et pour autant, c'est pas des gens qui vont finir par aller dans un quartier se faire des amis aussi, tu vois. Ça reste deux mondes différents, mais le fait que des médias comme PDH existent, ça aide aussi. Surtout vu à quel point certains sont diabolisés. Bah oui. Non, mais voilà, il y a un travail qui se fait. Ça reste encore très marginal, hein. Je veux dire, quand bien même Twitch, ça a du succès, Dany Raz, PDH et tout, des trucs comme ça a du succès. En vérité, ça reste assez marginal, mais c'est en bonne voie de se mainstreamiser. J'ai appris via des connaissances Twitch sur les transgenres, je les humanise et j'arrête de les voir comme des exceptions sociales. Bah ouais, c'est bien. Genre, moi, je fais ce travail-là pour un peu les trans, quoi. Ça me plaît. Quand même, je me rends compte, et les gens, je me faisais la réflexion hier, là. En fait, là, vous êtes combien sur le stream, par exemple, là? Vous êtes 550. Je crois qu'on rentre quand même dans une situation où est-ce que je serais pas le stream trans le plus gros de France? Avec une personne trans? Ah, après, il y a Cassandre. Bah, la meuf trans, la plus. Oui, il y a Cassandre, le roi des trans. Oui, j'ai obligé. Oui, bah oui, il y a le roi des trans, quoi. Oui, il y a Cassandre, oui. Mais je suis la femme trans la plus visible de Twitch, un peu. Vous faites mass média, un peu. Après, il n'y a pas 1000 meufs trans en même temps. Il y a Dame Dame. Oui, mais Dame Dame, elle en parle pas. Et elle a pas envie qu'on en parle. Vous pouvez dire Dame Dame, hein. Mais j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, elle veut pas qu'on en parle. Ça la vexe. Et elle est pas dans une recherche de visibilité ou de parler de ça, quoi. La reine des trans. Oh, je suis pas la reine des trans, moi. J'ai pas envie d'être reine, moi. Moi, je suis une muse. Ça me va d'être une muse. Moi, je suis une muse. Tellement appris sur les LGBT grâce à toi et Cassandre, donc merci. Ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, putain, on s'est tapé tout le Bertrand Badi, hein, finalement. J'ai cru que ça allait me saouler. Il y a eu le moment prout, là, j'étais en train de craquer. Mais à la fin, il a fait un retour sur quelque chose de plus... qui nous concerne plus, quoi. Avec la xénophobie, l'antiracisme et tout. Enfin, bah, bref. Un peu long, ouais. Un peu long, ouais. Mais c'était bien quand même. C'est bien. Voilà, hein, moi je vous conseille d'écouter Bertrand Badi. Toutes les semaines, il fait un édito. Je pense que ce gars, vraiment, ce gars est rassurant vis-à-vis de l'international et tout. Il a des bonnes analyses. Il est solide. Et il a toujours été solide. C'est ça aussi le truc, c'est que c'est pas un mec qui s'est égaré dans des trucs Golemont à un moment, quoi. Globalement, il a toujours tenu une ligne où il est... Voilà, c'est un analyste, quoi. T'as dit quoi, le contrat à Zawa Prod? Je suis pas encore à Paris, moi, donc... Il y a des choses qui se discutent, mais on en reparlera, on sait pas quand. Une chose à la fois, hein. Bertrand Bazé. Non, moi je préfère qu'il s'appelle Bertrand Badi, c'est ma Badi à moi. Ma Badi.